planète. Éléments de culture à suivre à la fin de ces journaux. Et puis, après moult tergiversations, le projet de loi de réédition des comptes pour l'exercice 2013 vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. C'est un travail préalablement abattu par la Commission économico-financière et le contrôle budgétaire. Enfin, la Cour militaire opérationnelle de Béni met fin au suspense avec son verdict tombé aujourd'hui sur le procès Mamadou Moustapha Ndala, un lieutenant-colonel condamné à mort, d'autres peines prononcées ainsi que des acquittements. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Direction tout de suite Béni dans le Nord Kivu pour diverses infractions dont le terrorisme et la participation à un mouvement insurrectionnel. Le lieutenant-colonel Birochonza Kossi va subir la peine capitale décidée par la Cour militaire opérationnelle de Béni suite notamment à l'assassinat du feu général Mamadou Moustapha Ndala. 12 prévenus ont été condamnés à d'autres peines alors que 7 autres prévenus se voient seulement acquittés. Il s'agit notamment de Richard Kakoulé qui a été aussi condamné à mort, mais pour des récentes tueries à Béni. Notre correspondant sur place, Erika Mouessi, nous fait le point. La Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu n'est pas allée plus loin du réquisitoire du ministère public. Au total, 12 prévenus ont été condamnés pour participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Parmi eux figure le lieutenant-colonel Birochonza Kossi, qui a été d'ailleurs destitué au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, a dit Joseph Monkako, premier président de la Cour militaire opérationnelle au Nord Kivu. À la question de savoir si le prévenu Birochonza Kossi est coupable des faits mis à sa charge, la Cour répond oui pour la participation à un mouvement insurrectionnel, oui pour le terrorisme. À la question de savoir s'ils peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, la Cour répond non pour les deux infractions. En conséquence, la Cour militaire opérationnelle les condamne pour participation à un mouvement insurrectionnel à la peine de mort, pour terrorisme à la peine de mort, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire. La Cour prononce en outre sa destitution. De son côté, le lieutenant-colonel Kamoulete Joker a écopé de 15 ans de prison ferme. Par ailleurs, le lieutenant-colonel Tito Bizuro Gabo a été acquitté avec ses acolytes pour insuffisance de preuves. Maître Augustin Tchambo, avocat conseil, s'en félicite, car même son client Birochonza Kossi a été acquitté dans la cause de dernier carnage en ville et territoire de Béni. Je n'ai pas perdu. J'ai perdu dans une cause et j'ai gagné dans une autre. Je ne pouvais pas gagner dans des causes. Par rapport à l'acquittement de mon client, lieutenant-colonel Tito Bizuru, commandant ville de Béni. Aujourd'hui, toute la population de Béni, toute la population de la RDC, partout elle peut me donner raison que mon client était innocent. Les activistes des droits de l'homme se disent quasiment satisfaits de la sentence. Jean-Paul Gangondi est coordonnateur national de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme. Nous sommes presque satisfaits parce que tout le monde s'attendait à ce qui est vraiment le jugement dans le dossier de l'assassinat de Mamadou. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a au moins un jugement. C'est pourquoi nous disons que nous sommes plus ou moins satisfaits. Et plus ou moins satisfaits, pourquoi? Parce qu'on s'est dit finalement, est-ce que c'est seulement ces 3 personnes qui ont mérité d'être sanctionnées? Notons que Jamil Moukoulou, chef de la rébellion ougandaise ADF, et ses 5 adeptes ont été condamnés par défaut car étant en fuite. De Béni, l'actualité nous ramène tout de suite à Kinshasa. Le Sénat accorde 48 heures au ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction afin qu'il vienne répondre à la question sur le niveau d'exécution des recommandations des cabinets d'audit commis par le Fonds national d'entretien routier. Fridolin Kaswichi va donc répondre d'ici 48 heures. Il était à la Chambre haute du Parlement. Reportage signé Alain Boma et Blaise Mouangui. C'était une plénière du Sénat consacrée au contrôle parlementaire. Les points qui vous placent en 3e position au sein de l'équipe gouvernementale, avec 50% des sondés pour votre omniprésence sur les chantiers et le coup d'accélérateur donné aux travaux en cours sur l'avenue Kabamba de la route de Matadi à Kinshasa. Je vous en félicite. Devant les sénateurs ce lundi, le ministre des ITPR, dont l'engagement sur terrain est fort loué,
devait répondre à une question orale avec débat relatif au niveau d'exécution des recommandations des cabinets d'audit commis par le FONER. Dans la gibecière de Fridolin Kaswechi, les réponses à ces différentes préoccupations. S'agissant du voirie des quartiers indiqués si haut, à savoir Mama Yemo, Lukunga, Bumba et Gonga Kibusa, ceux-ci ne disposent pas de voiries structurantes sous gestion du pouvoir central. Il serait donc d'interagir avec le gouvernement provincial de Kinshasa pour en savoir plus sur le programme d'actions prévues, conformément à la Constitution, spécialement l'article 204.24 qui dispose. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces: l'habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux. L'occasion faisant le larron, plusieurs élus ont soulevé des interrogations en rapport avec ce sujet. Pour rencontrer le mot d'ordre du gouvernement de réunifier le pays par la route, il faut à tout prix avoir une politique en matière de construction des ponts et des bacs, parce que toutes ces routes sont traversées par des rivières et ces rivières ne sont dotées ni de bacs ni de ponts. Alors à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté auprès du ministre pour qu'il y ait, comme notre collègue Joly l'a dit, un plan directeur en la matière. Il faut qu'il y ait un concept pour matérialiser le mot d'ordre du gouvernement. Pourquoi toutes les routes que nous faisons se détériorent aussitôt? Dans d'autres pays, on fait une route, on oublie, ça fait 10 ans, 15 ans. Mais nous, c'est chaque année, maximum tous les 2 ans, une route qu'on a faite, il faut refaire. Fridolin Kaswechi reviendra mercredi au Sénat, cette fois-ci avec des réponses précises. Question de mettre les sénateurs d'accord sur sa gestion de la question bien précise. La réalisation préalable des études avant le démarrage des travaux. Le rendez-vous est donc pris mercredi sur cette question. Nous y reviendrons avec détail. Entre-temps, je vous le disais à l'ouverture de cette édition à la Chambre basse du Parlement, le projet de loi portant reddition des comptes 2013 a été adopté par la plénière après qu'il a été examiné à la Commission économico-financière et le contrôle budgétaire. De nouveau, Alain Boma a suivi cette actualité. Cette attitude des députés nationaux ce lundi en plénière prouve à suffisance que la tempête de la semaine dernière appartient désormais au passé. Les élus de l'opposition, quoiqu'absents lors de la dernière plénière, ont tenu à assister à l'examen au vote du rapport de la commission ECOFIN sur la loi portant reddition des comptes 2013. Selon cette commission technique de l'Assemblée nationale, ce projet de loi démontre que l'exécution des comptes du budget du pouvoir central de l'exercice 2013 comporte d'énormes faiblesses de gestion. Le taux de réalisation des recettes se chiffre à 62,24% et celui d'exécution des dépenses à 63,69%. L'application du règlement général sur la comptabilité publique et du plan comptable, la tenue régulière et la production des comptabilités s'imposent. Au vu de cela, la commission ECOFIN fait 18 recommandations au gouvernement central dans le respect scrupuleux de la loi des finances de l'année, notamment en ce qui concerne l'exécution et le strict respect de la chaîne des dépenses. La Chambre basse du Parlement devra, quant à elle, renforcer le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Ce rapport a été déclaré recevable et la loi portant reddition de comptes 2013 adoptée. Et puis, ces chiffres, 1 million de tonnes de maïs pour 100 000 ménages, c'est les résultats de la production obtenue par le projet d'appui à la relance et réhabilitation du secteur agricole appuyé par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de dollars américains. La révélation a été faite au cours de la semaine de l'agriculture familiale et sécurité alimentaire. Bibi Chungoua pour le reportage. L'agriculture familiale, un potentiel immense pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, d'équité sociale et de durabilité environnementale. Son exploitation conditionne l'implication de manière systématique de représentants de l'agriculture familiale dans le processus d'élaboration des politiques agricoles et aussi permettre aux États de disposer des marges de manœuvre suffisantes pour les appliquer. Quel est son avenir en République démocratique du Congo après que les Nations Unies et l'Union africaine aient décrété 2014 Année internationale de l'agriculture familiale et de la sécurité alimentaire? L'espace Bilembo a été dédié aux échanges du 10 au 15 novembre dernier
axé sur la sensibilisation avec l'appui entre autres du projet d'appui à la relance et réhabilitation du secteur agricole soutenu par la Banque mondiale. Représenté par son coordonnateur national, ces échanges devaient entre autres aboutir à la redynamisation des organisations paysannes et leurs confédérations ainsi que la revendication d'une participation plus directe dans le projet de développement. Parsa, qui a aussi sensibilisé les paysans sur le modèle agricole, la bonne pratique et calibrage de la surface nécessaire et utile à la famille, a également brossé l'état d'avancement de ces différentes composantes. Financé à hauteur de 120 000 $ américains, ce projet s'exécute dans 3 districts de l'Équateur et à Poul-Malebo dans la province de Kinshasa. Parmi ces différentes activités qu'elle mène, les coordonnateurs nationaux du projet a dressé le tableau dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et routes en dessert agricole. Hormis ces secteurs, le projet œuvre aussi pour le renforcement des capacités des services d'appui aux producteurs et dans les entreprises dans le domaine technique et de gestion. À noter parmi les structures bénéficiaires, le Sénafic, le Sénafem, l'Inera Boteca et la clinique vétérinaire. C'est un phénomène qui va vous paraître peut-être étrange. Les transactions commerciales s'effectuent en francs CFA à Zongo. C'est une cité congolaise située en face de Bangui, en Centrafrique, sur l'autre rive de la rivière Ubangui. Si l'on peut encore tolérer la devise américaine, le franc congolais, par contre, ne suscite aucune attractivité dans cette région. Constat fait par Corinne Saboué et Magloire Mbaki. Pas facile de circuler ou de faire des transactions dans le Congo profond. L'état des routes dans la province de l'Équateur ne permet pas aux riverains de s'approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité. Les véhicules censés ravitailler la ville s'embourbent pendant plusieurs jours, pénalisant les habitants de ce coin. Face à cet état des choses, les commerçants de Zongo sont obligés de traverser à Bangui pour acheter la marchandise car la traversée coûte moins cher selon eux et se voient contraints de fixer les prix en francs CFA. Ici, là, nous sommes proches vers la capitale de Centrafrique, mais là-bas, les gens là, utilisent seulement les francs CFA et n'utilisent pas francs congolais. C'est pour cela qu'on va seulement en francs CFA. Bon, ici, là, c'est un peu trop cher par rapport à Bangui là-bas. S'il y a quelqu'un qui vient acheter en francs congolais, si c'est à 100 francs CFA, il va me donner 200 francs congolais. Nous traversons en Bangui, on paie l'immigration à 300 francs et puis le pirogue aussi 300 francs CFA. Chez nous ici on paie 300 francs CFA chez les gens de l'immigration et puis chez les piroguiers on paie aussi 300 francs CFA pour aller en Bangui. Au petit marché Wenzenzulu de Zongo, la vente des légumes ne donne pas de recettes intéressantes car tout le monde possède un champ et la viande est rare à cause du manque d'électricité. Nous sommes ici avec nos mamans partisanes. Ce sont des mamans qui viennent un peu du champ. Elles vendent ici de légumes, de petites choses qui viennent du champ. Ça ne fonctionne pas mieux, il n'y a plus le courant ici pour faire de la conservation de viande. Le président de la société civile de Zongo lance par ailleurs un cri d'alarme aux autorités pour une présence effective des institutions financières afin de mieux gérer les francs congolais. Il n'y a pas de banque à Zongo. On a seulement une antenne de banque centrale qui ne sert qu'à garder de quelques peu d'argent qu'on paye les fonctionnaires. Alors s'il y avait des banques à Zongo, les banques commerciales et consorts, ça pourrait aider les gens à pouvoir avoir un lot de francs congolais qui allait circuler, les gens allaient prendre d'habitude. Sinon, à l'absence de toutes ces banques, les gens se servent que de francs CFA et consorts. Il faut signaler que la ville de Zongo est considérée comme la 9e province de la République centrafricaine à cause de son rapprochement avec Bangui et du coup, le franc congolais est en décote face au franc CFA. Amélioration des soins de santé administrés aux patients, le 3e congrès international des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa s'est ouvert ce matin sur ces sujets. Un moment très important d'échange et de partage d'expériences afin de relever les défis. Patricia Panzo pour le reportage. Médecine d'ici et d'ailleurs, harmonisation des pratiques médicales, c'est autour de ce thème que l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa organise son 3e congrès.
Les assises de 3 jours qui se tiennent au Grand Hôtel Kinshasa en présence de plusieurs personnalités, tant politiques que médicales. Je considère que l'AFMED est une association pilote. C'est une association modèle qui, avec peu de moyens, s'organise, conçoit bien ses actions, les planifie pendant toute une année et met en œuvre les actions progressivement, notamment la tenue d'un congrès 12 mois après. Laissez-moi, chers amis, vous dire combien nous sommes émerveillés de l'importance du transfert de connaissances qui s'opère au travers de votre initiative. Quelle richesse est en effet plus importante que le savoir. C'est ici un grand rendez-vous d'échange d'expériences avec les médecins d'ici et d'ailleurs. Il y a toujours un binôme entre un collègue médecin exerçant à l'étranger et un deuxième exerçant au pays, de façon à confronter pour chaque thème comment on pratique, de façon à apporter le meilleur soin à nos compatriotes aujourd'hui en 2014. Donc harmoniser les pratiques. À la fin, nous espérons arriver pour chaque présentation à des recommandations pratiques, concrètes, de façon que, y compris le corps médical, puisse se mettre à diapason par rapport à ce qui s'est fait le mieux aujourd'hui, en fonction bien entendu de moyens locaux. Durant 3 jours, les congressistes vont aborder plusieurs thèmes dans le traitement du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, la qualité maximale des soins, ainsi que plusieurs autres maladies qui touchent les Congolais. Cette édition se poursuit avec ce clin d'œil à la presse internationale à travers les lignes. D'abord, Jeune Afrique qui s'intéresse à l'actualité au Burkina Faso, désigné dans la nuit de dimanche comme le chef de l'État intérimaire du Burkina Faso. Le diplomate Michel Kafando est une figure bien connue de la vie politique du pays. Sa nomination, saluée par l'Union africaine, marque ainsi la fin de la page du régime militaire qui a pris le pouvoir à la chute de Blaise Compaoré. Âgé de 72 ans, Michel Kafando est bien conscient de l'étendue de sa mission, celle de diriger la transition burkinabé qui devra conduire le pays vers des élections présidentielles et législatives en novembre 2015. Figure de la diplomatie burkinabé, Michel Kafando a été ambassadeur de la Haute-Volta, l'ancien nom du pays, puis du Burkina Faso auprès des Nations Unies, respectivement en 1981, 1982 et 1998. 2011, le diplomate a également été ministre des Affaires étrangères dans plusieurs gouvernements entre 1982 et 1983. Le point, le président François Hollande a souligné dimanche qu'il prendrait sa décision sur la livraison des navires de guerre Mistral à la Russie, reportée jusqu'au règlement de la crise en Ukraine. En dehors de toute pression, je prendrai ma décision en dehors de toute pression, d'où qu'elle vienne, en fonction des 2 critères, les intérêts de la France et l'appréciation que les jets de la situation, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue du G20. Il n'y a pas de pression non plus du temps, a-t-il ajouté, assurant que la France était pour l'instant dans les règles fixées par le contrat et qu'il ne s'est posé donc pas la question aujourd'hui de compensation qui devrait être versée à Moscou si ces navires n'étaient finalement pas livrés. Cette question du Mistral n'a pas été posée du tout ici, ni par des partenaires au sein du G20, ni par le président Poutine lors de l'entretien, parce que ce n'était pas le lieu, a confirmé le chef de l'État français. Le sport, CAN 2015, les Léopards de la RDC reçoivent les Sierra Leone le mercredi prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale 2015. La République démocratique du Congo, qui a amoindri ses chances de qualification, va devoir compter sur les fortunes d'autres nations, notamment du groupe A, B, Pierre Kabala Mwalamboui tente d'éclairer notre lanterne sur cette question. À partir de ce que nous avions raté chez nous, il me semble que les choses se compliquent pour nous. Bien, maintenant, comme tu l'as si bien dit, nous sommes dans les calculs pour voir si nous ne pourrions pas être parmi les meilleurs troisièmes. Sinon, nous sommes en illusion un petit peu. Ce que nous faut, c'est faire le meilleur résultat possible pour espérer être parmi les meilleurs troisièmes. Et il faut un grand score.
C'est ça le grand problème que nous avons pour le moment. L'équipe nationale de l'avenir, à travers son coach, il faut bâtir une équipe. Notre problème, c'est que nous y prenons un petit peu en retard et comme je l'ai dit, on préfère préparer les matchs. Plus tard, il a bien sur deux joueurs qui me semblent avoir l'avenir devant eux. Il faut préparer sérieusement l'équipe et il faut y mettre du 109 pour calculer, travailler dans la durée avec des objectifs à moyen et à long terme. Sport toujours avec une autre compétition, cette fois-ci, le tout premier championnat de roller de Kinshasa a vécu ce dimanche. C'est une initiative de la Fédération congolaise de roller sport dont le comité provincial de Kinshasa a installé une activité sponsorisée par la société de télécommunications Tigo. Soleil au zénith, température favorable pour une bonne partie de rollers. Nous sommes ici sur l'avenue Boyongue dans la commune de Kalamou où les rollers de Kinshasa se sont donné rendez-vous pour le lancement du tout premier championnat de rollers de Kinshasa. Première édition rendue possible sous l'initiative de la Fédération congolaise de roller sport avec le soutien de la société de télécommunications Tigo, sponsor de l'activité. Tigo, c'est une entreprise de proximité par son slogan « Plus près de moi ». C'est comme ça nous avons tenu à soutenir cette activité, cette manifestation, le championnat de la Fédération congolaise de roller. C'est dans ce cadre-là, nous voulons soutenir la jeunesse congolaise d'une manière générale et promouvoir les jeunes. Première édition couplée avec l'installation officielle du comité provincial de Kinshasa. Au total, 8 clubs vont s'affronter dans des battles de rue durant 6 mois dans différents sites sélectionnés. 6 sites, nous avons ici le site Moké, nous avons le site Oshwe, nous avons le site de la place Kankar, terrain Kankar, nous avons le site de la place de l'hôpital sino-congolais. Il y a un endroit où on peut faire le roller et il y a aussi le site de Matete, le site de Selembao, Cité Verte. Les athlètes sont soumis au préalable à des tests médicaux pour s'assurer du bon fonctionnement de la compétition. Du plus petit au plus grand, respect du gender, les compétiteurs vont offrir un spectacle stylé et technique à coupler le souffle. Plus précisément, on s'entraîne au stade du 20 mai. Ce qui m'a passionné vraiment de le faire, vraiment, c'est que je l'ai commencé dès le bas âge. J'avais cet amour-là déjà de le faire le roller et j'ai commencé mes entraînements au stade des Martyrs. Moi, vraiment, je aimais. C'est vraiment bien passé. Je ne sais même pas comment s'exprimer, mais vraiment, je aimais, c'est bon. Ça fait 3 ans que je fais le roller à fanfare avec notre coach. Serpent avant, pied chaud, saut à hauteur, la compétition s'annonce plutôt rude. Tigo entend accompagner cette aventure jusqu'à terme. Place au spectacle. Culture, les livres, la lecture ont été mis en exergue à Kinshasa du 12 au 16 novembre avec la 2e édition de la Fête du Livre qui s'est clôturée hier. Cette festivité a été marquée par plusieurs moments forts, des partages, parmi lesquels un atelier littéraire. La 2e fête du livre de Kinshasa a gagné son pari. Pendant 5 jours, la littérature a été savourée avec délectation par des passionnés de belles lettres. Les futurs grands écrivains et lecteurs n'ont pas été ignorés à ce sujet. Un face-à-face écrivain-élève a donné lieu à un grand débat, comme qui dirait la cerise sur le gâteau. La clôture de la fête du livre de Kinshasa, l'atelier littéraire a fait un grand zoom sur l'ouvrage Le Congo de David Van Reinboek, résumé par le président de la LEF, Serge Mahabé. D'abord, c'est un livre qui parle du Congo. Il n'était que normal pour notre atelier, qui est un atelier de lecture, d'écriture, que nous puissions discuter de ce livre-là, qui parle du Congo. Nous voulons, à travers ces ateliers de littérature, révaloriser la place du livre, la place de l'écrit, la place de l'imprimé de grandes valeurs, parce que la plupart des livres que nous commentons, que nous critiquons, sont des livres primés à l'international. Donc, Aleph veut se donner comme modèle de culture un autre son de cloche que celui habituellement entendu sur le podium ou dans le salle de spectacle. Les lecteurs endurcis et les novices amoureux du livre étaient bien servis. J'ai trouvé ça intéressant qu'un étranger issu d'un ancien pays colonisateur écrive une histoire sur ce pays. Je me suis dit, il y aura certainement des réactions dans la salle.
des débats intellectuels et c'est effectivement ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était très intéressant comme initiative. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes là qui ont lu, qui ont envie de lire, envie de réfléchir. Donc c'est ça un atelier d'écriture. La lecture est de plus en plus une activité permanente à Kinshasa, avec par exemple l'atelier mensuel que l'atelier pour le leadership et l'excellence et la formation organise à la médiathèque de l'Institut français. On va se quitter avec ces images de Yango Biennale, qui est le tout premier festival d'art contemporain de Kinshasa, qui a connu la participation de plusieurs artistes venus du monde entier. Plus d'un tiers d'artistes invités sont déjà arrivés. Hormis l'Académie des Beaux-Arts, il y a également les musées d'art contemporain multimédia de Kinshasa, l'échangeur des Limétés, qui a été pris d'assaut pour des travaux en atelier. 3 artistes étrangers assistés par leurs homologues RD congolais sont en atelier dans les musées d'art contemporain de Kinshasa, l'un des sites choisis par les organisateurs situés dans l'échangeur des Limétés. Un bel échange artistique que Yango Biennale 2014 a mis à la disposition de tous les amoureux contemporains d'art vivant à Kinshasa. C'est vraiment les changements avec les artistes. Il y a des artistes japonais, chinois, hollandais, français. On est tous ensemble à partager des choses. Donc c'est très bien, très bon expérience. Avis similaire partagé par les responsables des artistes qui devra prendre part à ce premier festival d'art contemporain organisé dans la capitale. Donc ça va être un moment assez important, c'est quelque chose d'assez nouveau à Kinshasa, c'est la première biennale et une biennale de cette ampleur, ça va sans doute avoir un certain retentissement à Kinshasa parce qu'il y a à la fois beaucoup d'artistes congolais qui sont présentés, mais il y a également beaucoup d'artistes internationaux et donc il y a des échanges entre les artistes, il y a des échanges également entre les artistes internationaux et les élèves de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau et ça va inaugurer sans doute peut-être une nouvelle ère dans la culture ici à Kinshasa. En dehors de l'espagnol Ivan Izquierdo, un artiste multidisciplinaire qui travaille dans différents genres contemporains en traversant sur les nouvelles techniques de l'art numérique. Il y a également Keiko Sato, japonaise hollandaise, qui est dans les installations artistiques. Le chinois Junfeng Jeff est un artiste qui est au cœur de la conception environnementale. Il est spécialiste dans l'architecture et dans l'art design. L'actualité est en continu sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve demain sur B1 pour une nouvelle édition. For me, it's a work that's going to take me to a different level, to another level. I believe so.